Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Nous allons parler aujourd'hui de laïcité et transhumanisme. Voilà, un sujet un petit peu particulier. On va peut-être demander à Jen de nous expliquer, nous définir un petit peu qu'est-ce que c'est le transhumanisme. Et puis on va, après avoir sa présentation du sujet, avoir bien sûr les questions-réponses du public en deuxième partie d'émission. Bonne écoute à tous. Je vous remercie pour cette présentation. Alors, je m'appelle Dija Sow, je suis plutôt scientifique parce que je suis médecin généraliste et il se trouve qu'au cours de mon cursus, j'ai découvert les nouvelles technologies, j'ai découvert l'informatique et je me suis dit, allons-y gaiement. Je suis devenue fan de philosophie des nouvelles technologies, d'éthique, de morale, de ce champ technologique que nous avons aujourd'hui. Nous avons des téléphones qui sont pratiquement vissés sur nos mains. Nous avons les diabétiques qui savent aujourd'hui récupérer leur glycémie en approchant simplement leur téléphone d'un patch collé sur leur bras. Qu'est-ce que cela dit aujourd'hui de notre civilisation ? C'est la question que j'aimerais me poser. Alors, transhumanisme, qu'est-ce que ça peut bien être, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que ça a à voir avec la laïcité ? Eh bien, ce que je vais essayer de vous expliquer en assez peu de temps, somme toute, c'est que ça n'a rien à voir. Parce que la laïcité est dans un grand panier qu'on pourrait appeler le panier de l'humanisme, alors que le transhumanisme est dans un grand panier qu'on pourrait appeler le panier du libertarianisme. Et c'est ce rapport-là que j'aimerais vous faire un petit peu sentir, cette différence de conception, cette différence de philosophie d'une société que j'aimerais vous faire ressentir, et c'est ça qu'on va traverser en parlant de transhumanisme. Alors le transhumanisme, en tout premier, c'est un truc plutôt cool. Ça sert à savoir si un bébé qui va naître va avoir les yeux bleus ou verts, et à le prévoir. Si vous avez regardé le film Bienvenue à Gattaca, vous voyez parfaitement de quoi on parle. C'est vraiment un film où on voit qu'on peut améliorer l'homme dès sa naissance, changer ses gènes pour qu'il devienne plus intelligent, plus performant, qu'on développe certains traits de caractère, qu'on retire certaines maladies. Quelque chose de formidable. Si vous avez regardé un autre excellent film qui s'appelle Elysium, vous voyez aussi qu'on peut augmenter l'humain d'une autre façon. On peut lui mettre à l'intérieur de la tête des prises USB, aller brancher une puce en silice, c'est-à-dire une clé USB sur son esprit, et puis retirer de la donnée, en mettre. Alors, qu'est-ce que ce serait d'apprendre à l'école avec des dispositifs pareils ? Ce serait formidable, ce serait magique. Eh bien, nous sommes à l'aube d'une telle révolution technologique. Cette révolution, elle n'est pas tant permise par une technologie qui soudainement deviendrait extraordinairement intelligente, elle est permise par la convergence de champs technologiques qui étaient auparavant bien distincts et qui se sont rassemblés. Il y en a 4, on les appelle les NBIC. Le premier, c'est les nanotechnologies. C'est cette science qui permet de rapétir, de rendre tout petit des technologies qui auparavant étaient énormes. Les ordinateurs auparavant étaient dans des salles de 20 mètres cubes. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des micro-ordinateurs. Nos téléphones portables sont des ordinateurs. Le deuxième champ technologique qui a pris une importance majeure et qui s'est mis à converger, ce sont les biotechnologies. C'est un monde dans lequel j'évolue quotidiennement. Les sciences de la science de la médecine, la technologie médicale a évolué. Aujourd'hui, on met des hanches aux gens qui sont des hanches bioniques, véritablement bioniques. Alors, elles n'ont pas encore de puce en silicium, elles sont pas encore intelligentes, mais incessamment. Les genoux, bientôt, on met aujourd'hui aux gens des genoux qui sont capables de comprendre dans l'espace comment ils sont orientés. Ce sont des genoux robotisés. L'homme peut se transformer en cyborg, si on le souhaite. Troisième technologie importante qui converge, I pour informatique. Je n'ai pas besoin de détailler particulièrement à quel point la révolution informatique modifie nos vies aujourd'hui, la digitalisation de la société, on l'a sous les yeux. Il y a, peut-être 20 ans, quand on devait aller quelque part, moi, si je devais venir à Évry-Courcouronnes il y a 20 ans, j'aurais planifié mon trajet sur,
je sais pas, Mappy peut-être, j'aurais acheté un plan, j'aurais regardé les plans dans le métro. Là, je n'ai fait que regarder mon téléphone et ma géolocalisation. C'était magique. Et puis, dernière technologie importante, c'est les technologies cognitives, les sciences cognitives, c'est le C. Alors celles-ci, elles sont un peu particulières. Les sciences cognitives, c'est apprendre la façon dont fonctionne un cerveau humain. Comprendre la façon dont il fonctionne pour que cette icône de complexité qu'est le cerveau humain soit décodée, que ces algorithmes soient décodés, si tant est qu'ils pensent en algorithme du moins, et qu'on puisse donc les copier ensuite à l'intérieur d'une science convergente de l'informatique, qu'on puisse les répétir à l'intérieur d'une science convergente les nanotechnologies, et qu'on puisse les réintégrer au vivant, par exemple, à l'intérieur d'une science convergente les biotechnologies. Donc vous entendez bien que toutes ces sciences, toutes ces technologies qui convergent les unes avec les autres offrent un monde des possibles extraordinaire, avec comme avatar parfait l'intelligence artificielle. C'est vraiment le summum du summum en ce qui concerne le transhumanisme et l'homme augmenté, c'est de réussir à faire un robot qui se comporterait comme un homme, qui serait un androïde, qui aurait des sentiments, qui voilà. Donc les NBIC, l'homme augmenté, le transhumanisme. Transhumanisme, c'est un mot qui vient de transitory human, c'est de l'anglais. Transitory human, c'est un mot des années 50, ça a été inventé par le frère d'Aldous Huxley, Julian Huxley. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que nous sommes en période d'évolution majeure, nous sommes des humains classiques, il y aura dans le futur des post-humains, des humains d'après, et entre les deux, nous allons évoluer, et nous allons évoluer peut-être sans nous en rendre compte, nous allons devenir des transhumains. Et donc le transhumanisme, c'est cette science qui étudie notre état actuel, qui serait actuel en tout cas d'après les transhumanistes, de transhumain. Alors, il y a cette dimension d'humain augmenté, il y a une autre dimension dans le transhumanisme qui est choice over chance, le choix plutôt que la chance. Et c'est dans cette dimension-là qu'on trouve les manipulations génétiques notamment, ne plus laisser à la nature l'occasion de brasser les gènes, de mettre du hasard, de faire intervenir des maladies. Non, c'est désormais l'être humain qui en conscience choisit et surtout a la capacité de déplacer le curseur de ce qui est possible. Le transhumanisme, au fond du fond, c'est aussi, et c'est également un aphorisme du transhumanisme, c'est-à-dire une phrase spécifique du transhumanisme, la mort de la mort. Un jour, les transhumanistes postulent que nous serons tellement puissants en termes de biotechnologie, nous serons tellement puissants en termes de science, que nous réussirons à vaincre l'horizon même qui est celui qui donne son sens à notre vie d'humain, la mort. Et dans cette victoire contre la mort, ils ont une expression un petit peu particulière pour désigner les religions, la philosophie d'acceptation de la mort, deathism, des philosophies mortuaires. Parce que une philosophie mortuaire pour un transhumaniste, ce n'est qu'une renonciation face à la possibilité technologique. Bien sûr, c'est formidable dit comme ça. C'est un horizon de science-fiction extraordinaire, mais ça pose de réelles questions. La première question, qui est la question la plus évidente, c'est la question de l'égalité sociale. Parce que nous sommes bien d'accord, toutes ces technologies, toutes ces possibilités coûtent extrêmement cher. En France, nous sommes en train de vivre un gap, un écart formidable dans les prix, les coûts des thérapies, parce qu'on commence à utiliser des biotechnologies de façon très importante dans le domaine de la médecine, et qu'elles coûtent très très cher à la sécurité sociale, et donc on peut soigner tout le monde, mais c'est parce que nous sommes le 5e pays au monde. Est-ce que le transhumanisme, est-ce que les technologies souhaitées par le transhumanisme sont possibles à l'échelle mondiale ? Dans un monde de ressources finies, dans un monde où les terres rares nécessaires à la création des puces de silice, par exemple, sont des ressources finies. On a déjà une crise sur l'obtention du coltan, qui est une terre rare nécessaire à la fabrication de nos téléphones portables, qui malheureusement est une terre rare issue du sang, puisqu'elle est extraite par des enfants dans les mines au Congo. Si l'ensemble de nos vies est rythmé entièrement par cette technologie, est-ce que c'est soutenable, est-ce que c'est durable d'un point de vue planétaire ? Puis autre question, qui est-ce qui est derrière le transhumanisme ? Parce qu'une philosophie, quand bien même elle serait une philosophie technique, quand bien même elle avancerait masquée par la technologie,
elle a toujours un auteur et elle a toujours un but. Elle n'a pas que des concepts, elle a un but. Quel est le monde qui est souhaité par les gens qui avancent en brandissant le drapeau des NBIC? Eh bien, ces gens sont des gens relativement riches, puisque les apôtres des nouvelles technologies, c'est les dirigeants des GAFAM. GAFAM, ce sont des entreprises dont vous avez peut-être entendu parler, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. On rajoute volontiers désormais Netflix à cette liste, puisque ce sont les grandes entreprises qui aujourd'hui modèlent la face de notre monde. Et les dirigeants de ces entreprises, alors il y a 2 écoles parmi les dirigeants de ces entreprises, mais n'allons pas trop vite, les dirigeants de ces entreprises sont volontiers transhumanistes. Et ils pensent un jour qu'ils réussiront à vaincre la mort, ils pensent qu'un jour ils réussiront à vaincre entièrement la maladie, ils pensent qu'un jour l'être humain pourra s'autodéterminer entièrement. La philosophie qu'il y a derrière le transhumanisme, c'est une philosophie qui est libertarienne. Le libertarianisme n'est pas la liberté. Le libertarianisme, c'est la possibilité de faire tout ce que l'on veut de soi et de faire absolument tout ce que l'on veut de ses possessions. Ce qui est un petit peu différent de la liberté, qui prend en compte le fait de s'arrêter à l'endroit où commence la liberté de l'autre et de prendre en compte encore plus dans le contrat social, de prendre en compte encore plus l'intérêt du groupe. Dans le libertarianisme, vous avez 2 grands courants. Vous avez le courant très Google, il faut que l'État soit très peu fort pour que l'État ne régule rien et pour que l'État nous laisse nous autres nous réguler, nous les technologistes, les scientistes, c'est-à-dire les gens qui pensent que la science a raison en tout et pour tout, et nous qui avons également, bien sûr ils le disent pas comme ça, mais c'est sous-entendu, qui avons la puissance économique et qui possédons le marché. Deuxième branche, le courant qui est plus celui d'Elon Musk. Elon Musk, c'est Tesla, c'est SpaceX, c'est quand même un homme qui envoie des fusées dans l'espace, c'est un homme qui fait rouler des voitures qui ne sont pas exactement des voitures exemptes de toute technologie. Et cet homme-là lui dit, il faut tout de même que l'État régule un minimum parce qu'il faut qu'il ait des commissions d'éthique. Voilà. Bon, c'est modéré, c'est juste des commissions d'éthique. Il faut pas non plus qu'il y ait des taxes, il faut pas non plus qu'il y ait des lois, il faut pas qu'il y ait des choses trop pressantes. Mais enfin, voilà les 2 grands courants qui existent chez les libertariens. Le libertarianisme, et là on en arrive à la partie la plus partiale de mon propos, n'est à mon avis pas un humanisme. C'est-à-dire que, à mon avis, il ne prend pas en compte la capacité de s'autodéterminer en liberté avec les autres. S'autodéterminer en liberté, peut-être, et encore ça se discute, parce qu'une autodétermination, c'est-à-dire le fait de se dire « je veux ceci pour moi », et simplement parce que je suis moi, et pas parce que je viens de tel milieu, ou parce que j'ai telle culture. Le fait de s'autodéterminer n'a pour moi pas de sens si on le fait de façon déconnectée de l'autre, des autres avec lesquels on vit. L'être humain est un animal éminemment social, nous ne vivons pas tout seuls en vase clos, nous avons des familles, nous avons des villes, nous avons des nations. Et donc ce sont dans ces univers-là qu'il faut réfléchir à notre façon de nous développer et à notre façon d'exercer notre liberté et de nous épanouir. Aucune raison, à mon humble avis, de s'épanouir si c'est pour être tout seul, le roi de la savane, dans une savane vide qui devient un désert. L'humanisme, qu'est-ce que c'est ? Alors l'humanisme, c'est une philosophie qui prend ses lettres de noblesse au XVIIIe siècle, notamment en France, on parle de philosophie des Lumières, mais enfin de façon générale dans l'Occident, et qui affirme que un être humain est avant tout un être libre. Il est libre de faire, il est libre de dire, et avant tout, il est libre de penser. Il est libre de penser, il est libre de s'affranchir, c'est-à-dire d'oublier ses préjugés. Il est libre de monter des associations, par exemple. Il est libre de développer son savoir. Il est libre de connaître le plus de choses possible, d'exercer le métier qu'il veut. Voilà ce qu'est un humanisme. À l'intérieur de l'humanisme,
Nous avons développé des choses encore plus sophistiquées que l'humanisme des Lumières. Et l'une des plus sophistiquées que nous ayons, à mon avis, encore une fois, c'est la laïcité. La laïcité, cette liberté, donc l'individu est libre de un certain nombre de choses, et bien maintenant, il est libre de sa propre conscience. C'est-à-dire qu'il est non seulement libre de faire, de dire, de penser, mais il est libre de considérer sa propre âme. Ce ne sont plus des regards extérieurs qui le feront pour lui, non, c'est lui qui considère sa propre âme. Alors je ne suis pas juriste, mais il me semble qu'il y a une loi en 1905. Alors heureusement, je suis dans un local dans lequel il y a une très belle exposition qui a été faite par l'UFAL et qui me rappelle face à moi la loi de 1905. Donc je ne peux pas rater qu'il y a eu une loi sur la laïcité en 1905, mais enfin, l'État lui-même, l'État français, lui et 5 autres pays dans le monde, mais l'État français a permis à ses concitoyens de libérer leur propre conscience, s'ils le souhaitent, d'exercer le culte qu'ils souhaitent, ou de ne pas l'exercer d'ailleurs, ou de s'en affranchir. C'est le principe de la laïcité. Mais ce principe-là, il est très 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 loin du libertarianisme et très très loin du transhumanisme. Voilà ce que je peux vous dire sur laïcité et transhumanisme. Alors, je vais peut-être finir sur la notion d'omnipotence. L'omnipotence, c'est le fait d'être tout-puissant. Ce n'est pas nouveau que l'homme veuille se prendre pour Dieu. Le mythe le plus ancien de l'homme qui se prend pour Dieu, c'est le mythe de Prométhée. Prométhée, c'est ce titan qui est plutôt du côté de Zeus dans la Grèce antique et qui est censé... non, il n'est pas du côté de Zeus parce qu'il va se faire punir par Zeus après. En tout cas, au début, il était plutôt du côté de Zeus. Mais... il est censé, avec son frère, distribuer des possibilités, des compétences aux différents êtres qui peuplent la Terre. Donc, son frère va distribuer l'agilité, la rapidité aux différents animaux. Et puis Prométhée arrive et voit que pour l'être humain, il ne reste plus rien. L'être humain est nu, il est sans griffes et sans poils. Il n'a rien pour lui. Alors Prométhée va vers les cieux, attrape le feu sacré de l'Olympe et descend l'offrir aux hommes. Et leur dit, voilà, désormais vous aurez la technologie. Et pour ce crime abominable, utiliser le feu des dieux pour le donner aux hommes, il va être enchaîné à un rocher et aura chaque jour un vautour qui viendra dévorer son foie. Ce mythe, c'est un des mythes fondateurs occidentaux. Moi, je l'ai retrouvé quand j'étais adolescente et que je jouais aux Sims. J'ai beaucoup joué aux Sims, un jeu parfaitement addictif et sans aucun but, qui consiste à avoir des petits bonshommes qui se baladent dans des maisons qu'on a conçues soi-même, avec des meubles qu'on a meublés soi-même, etc. Et après, les petits bonshommes vivent leur vie, ils ont des jauges, est-ce qu'ils ont suffisamment d'énergie, est-ce qu'ils ont besoin de manger, est-ce qu'ils ont besoin de dormir, etc. Il faut remplir leurs besoins au fur et à mesure de leur évolution. Et en fait, on est le petit dieu de la petite communauté de bonshommes qu'on a créé soi-même sur son ordinateur, et je jouais des heures à ça. Et je me suis réinterrogée là-dessus. Mais qu'est-ce que je trouvais dans ce jeu qui n'a aucun but, encore une fois, hein. Il n'y a pas de vous avez gagné, rien que le temps qui passe et la capacité d'exercer son pouvoir sur quelque chose. Et ça, c'est un trait typiquement humain, ça c'est universel. On aime être omnipotent, on aime contrôler les choses. Est-ce que être omnipotent, c'est une chose qui est bonne pour le groupe? Est-ce que la notion de hasard, de destin, est-ce que la notion d'erreur ne serait pas pour un groupe humain quelque chose d'important aussi? Et vraiment pour le groupe, pas pour la personne. Évidemment, je ne suis jamais contente, mais il n'y a aucune philosophie qui me font apprécier le fait que mes patients puissent avoir un cancer. C'est une chose qui est fondamentalement atroce. Mais pour le groupe, est-ce que le malheur n'est pas aussi un ciment? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver qui ne soit pas je vais tuer la mort, mais qui soit je vais développer les technologies? Moi, je rejette la philosophie transhumaniste, mais je prends à 200% les technologies qu'elle apporte. Parce que je veux continuer à vivre dans un groupe
qui effectivement est frappé du fracas de l'existence. Et l'existence, si elle était linéaire, aurait quelque chose qui est, à mon avis, inimaginable. Un groupe qui est frappé du fracas de l'existence, je veux pouvoir lui apporter du réconfort. Parce que c'est dans cette chaleur, ce réconfort qui passe par le soin, la guérison, qui passe par les manifestations fraternelles, qui passe par le fait d'être ensemble dans les moments difficiles, et qui commence ces moments difficiles par quand nous étions dans cette époque rêvée où nous étions hommes des cavernes et nous nous rassemblions autour du feu dans la nuit. Le simple fait d'être là dans cette épreuve difficile dit quelque chose de plus beau de notre civilisation que le but de vaincre la mort. Parlons laïcité, le débat. Eh bien, on va passer à la phase des questions. J'ai remarqué sur cette question du transhumanisme que finalement on est sur une forme d'une religion, puisqu'on parle d'apôtres, hein, comme les GAFAM avec Netflix seraient les apôtres du transhumanisme. On parle de conception par rapport à la mort, en disant qu'il y a la mort à la mort finalement. Donc il y a une conception aussi de finitude qui serait infinie là dans cette conception. Et donc si je mets en rapport avec la laïcité et la liberté de conscience, est-ce que il n'y a pas un risque de dogmatisme justement de cette religion qui pourrait s'imposer si on n'a pas le garde-fou de la laïcité? C'est une question intéressante, merci de l'avoir posée, notamment dans sa deuxième partie. Alors, oui, c'est vrai, le transhumanisme apparaît volontiers comme une religion. Volontiers. De toute façon, il en reprend les codes, mais bon, toute philosophie qui a trait à la mort, à un moment donné, a quelque chose de religieux. Mais là, il propose vraiment des notions qui sont de l'ordre du salut, puisqu'on parle de quelque chose qui vient après la mort. En l'occurrence, il n'y a plus de mort, donc c'est un petit peu différent, mais il propose par exemple la notion de singularité. Bah, tiens, j'en ai pas parlé. La singularité, c'est cet horizon temporel au-delà duquel l'être humain est incapable de concevoir ce que les machines vont faire pour lui. Ça, c'est typiquement transhumaniste, hein. C'est vraiment, on est au cœur de la machine. Il va y avoir un moment où l'intelligence artificielle va prendre le pas sur nous. Ça va durer quelques minutes à quelques heures. Et c'est l'horizon au-delà duquel on ne peut plus voir, parce que ce ne seront plus nous qui serons en conception des choses. Donc voilà une notion de salut qu'on retrouve effectivement dans le transhumanisme. Et oui, le transhumanisme peut sembler comme une religion. Alors est-ce que c'est une religion qui va prendre le pas ? Il y a une religion, en tout cas une croyance qui existe dans le monde et qui a été développée par un individu qui est presque transhumaniste. La philosophie en question, c'est la dianétique, et la religion en question, la scientologie, pardon. Bon, c'est une religion qui en France est extrêmement décriée, qui est considérée comme une secte, je crois que c'est un arrêté qui a été rendu. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, qui est un pays qui n'est pas particulièrement laïque, c'est une église qui a toutes ses lettres de noblesse, qui a pignon sur rue, etc. Alors, ce qu'il y a de transhumaniste dans la notion scientologue, dans la religion scientologue, c'est le scientisme essentiellement, donc le fait que l'être humain pourrait être sauvé en quelque sorte par la technologie et notamment par une machine qui permettrait de retirer à l'âme les scories qu'elle a en elle-même. Et c'est une machine qui fait ça. Est-ce que le transhumanisme pourrait être une religion qui prendrait le pas sur la laïcité ? Je ne pense pas. Très honnêtement, parce que nous avons vu qu'il y avait deux conceptions bien différentes. Une conception humaniste, laïque, et une conception d'un côté, et une conception libertarienne, transhumaniste de l'autre. Je vois mal comment on pourrait aller de l'un à l'autre, sans qu'il n'y ait, ou sans que ce ne soit causé par une véritable révolution de la pensée. Aujourd'hui, en France, la pensée est quand même très humaniste. Mais méfiance. Les GAFAM sont également dans notre société et peuvent aisément, sous le couvert de les services qu'ils nous rendent, par exemple, tout simplement, donc le service de recherche Internet pour Google, le service de réseau social pour Facebook, le service d'envoi de colis pour Amazon, ils pourraient très aisément amener à l'intérieur de nos vies le libertarianisme comme nouvelle conception des choses. Et alors, est-ce que le transhumanisme pourra devenir une véritable religion ? Peut-être. Moi, j'ai pas une question, mais j'ai plutôt une réaction.
moi, j'ai pas envie qu'on pense pour moi. J'ai pas envie qu'on prédétermine des choix pour moi. Moi, j'ai pas envie d'être sauvé. J'ai envie de vivre ma vie du mieux possible. Évidemment, en interaction avec les autres. Moi, je crois à l'intelligence. Je crois à l'humanité. Enfin, nous sommes qui que nous soyons. Enfin, je le pense, pétris d'humanité, ne serait-ce que, enfin, dans les actes que l'on peut accomplir dans la vie courante. Aller acheter quelque chose, c'est rentrer en communication, en tous les cas, c'est sauf à être derrière sa machine et à faire tous ces achats de façon, comme on dit aujourd'hui, connectée. Moi, j'ai pas envie de ça. Comment lutter, enfin, contre ça? Comment alors bon, il y a des réunions comme celle-là. Je me pose la question, c'est effectivement alors c'est vrai que la technologie, la technique, peut apporter du soulagement, peut apporter du bien-être, je sais pas, mais en tous les cas oui, bien sûr, mais après tout, j'ai envie de dire, enfin, jusqu'à quel point et est-ce que moi j'ai pas envie de ça, enfin c'est oui, je pense que effectivement c'est difficile, la vie est difficile, on vient de passer une étape très dure. Oui, c'est vrai que le vaccin et la rapidité avec laquelle ça a pu se découvrir, se vérifier et se mettre en œuvre, c'est vrai que oui, là pour le coup, la technologie, mais aussi l'intelligence humaine, la façon de domestiquer finalement la technologie, enfin en tous les cas de la faire réagir, de la conduire, a fait que on a ce type de bienfaits, enfin j'ai envie de dire mais quand même ça fait un peu peur. Alors bon, oui, moi je me pose la question, oui, c'est comment fait-on, comment faire, comment endiguer, comment ils me font peur, moi, penser pour moi, prédéterminer mes choix. Moi j'ai pas envie d'être l'homme parfait, ou si tant est que ça puisse exister, et immortel, si tant est que, moi ce qui m'intéresse c'est de vivre ma vie, et effectivement, c'est au bout de la vie, il y a une issue, essayons déjà de réussir à peu près à vivre, j'ai envie de dire, proprement, voilà. Décemment, ouais. C'est une bien belle remarque, car oui, la vie est dure, et c'est ce que semble avoir un peu oublié ces présidents de grandes sociétés de la Silicon Valley. La vie est dure. Ils pensent que toute la dureté de la vie peut être résolue par la science. Ils pensent que toutes les technologies peuvent pallier à la précarité existentielle. Une autre façon de le dire, un peu plus stylé philosophiquement. Je visitais il y a peu les catacombes de Paris.
J'ai été, c'est un endroit très particulier quand même, hein, visiter un ossuaire, voilà. Et j'ai été frappée. Alors là, c'est le médecin en moi qui a été frappé par les petits panonceaux qui désignent les maladies qui étaient affichées par les os qu'il y avait là. Et en fait, on voit beaucoup d'arthrose très précoce, des gens de 20-30 ans qui ont de l'arthrose, une maladie qui aujourd'hui est décalée à 50-60 ans, hein, pour l'arthrose précoce. Hein. La vie était dure au XVIIIe siècle. Voilà ce qu'on peut en déduire en regardant les os des gens qui sont morts au XVIIIe siècle. On les regarde, on les observe, on est proche d'eux, et on se dit, la vie était dure aussi au XVIIIe siècle. Eux aussi ont dû avoir des transhumains qui se sont dit, on va faire une révolution, on va faire la machine à vapeur, et après ce sera la paix. Leurs transhumains à eux, leurs transhumanistes à eux, n'avaient pas pris en compte une chose, c'est que en faisant la machine à vapeur, alors ils allaient certes repousser l'âge d'apparition de l'arthrose, mais ils allaient aussi développer les trains qui allaient mener au front les millions d'hommes qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. À toute technologie, on peut donner l'empreinte d'une philosophie. Et cette empreinte, c'est la face pile d'une pièce. Il y a la face-face. Une technologie, c'est le bonheur d'avoir de l'électricité toute l'année, technologie nucléaire. Une technologie, c'est Hiroshima-Nagasaki, le malheur nucléaire. Comment lutter contre ça ? On ne sait rien du monde qui va advenir. On est dans une période de révolution extraordinaire. Alors j'imagine qu'on peut dire ça de toutes les époques, mais c'est celle que nous vivons actuellement, donc soyons dans le temps présent. Nous vivons actuellement une période de révolution extraordinaire. On ne connaît pas 85% des métiers qui existeront en 2030. Ils n'existent pas encore. Donc il va y avoir une période de vigilance extraordinaire à avoir. Est-ce que nous sommes d'accord, tous collectivement, pour que les caissières soient remplacées dans les magasins par des bornes ? Donc je vois des signes de tête non, parce que les bornes ne disent pas bonjour avec un sourire déjà. Mais d'un autre côté, les caissières, ou les caissiers d'ailleurs, ils avaient des troubles du coude à force de scanner les articles. Donc remplacer les caissiers par des bornes, c'est aussi quelque part sauvegarder de la douleur humaine. Où est-ce qu'on dose ? Alors si on n'a pas de caissier et de caissière, est-ce qu'il ne faut pas des agents accompagnants pour les courses, des gens qui vous aident à porter votre sac, qui vous indiquent dans les rayons? Est-ce qu'il ne faut pas repenser l'accompagnement de l'acte d'achat, par exemple, pour y remettre de l'humanité? Parce que il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on cherchait, qu'on avait dans le contact avec le caissier ou la caissière, que je n'ai plus dans le robot, et comment est-ce que je peux le réintroduire? C'est le contact humain qui manque. Alors comment est-ce que je réintroduis le contact humain sans réintroduire l'acte douloureux de passer les différentes courses face au scanner du code barre? Je pense que devenir des cyborgs, devenir immortels, ou encore verser dans l'eugénisme, c'est-à-dire dans la capacité à prévoir la génération d'après, c'est quelque chose qui nous renvoie à notre vision collective de la société. Qu'est-ce qu'on veut pour notre société ? Mais je suis d'accord, ce n'est pas répondre à comment je lutte. Donc je vais essayer de répondre à comment je lutte contre ça. Je lutte en réfléchissant. Moi, j'ai cessé, depuis que je suis fan du transhumanisme, enfin en tout cas que je l'étudie beaucoup, j'ai cessé d'acheter chez Amazon. Voilà. Amazon n'a plus mon argent. Alors c'est terrible parce que, oui, il y a des pièces que je ne trouve plus, des choses très très rares qui sont produites à l'autre bout du monde. Ben, je m'en passe, déjà. Je fais autrement. Mes livres, je les commande plus chez Amazon. Je les commande dans ma petite librairie de quartier, ou alors je les commande dans une boîte allemande qui vend des livres d'occasion. J'utilise encore Google, mais c'est planifié, ça va s'arrêter. Je n'utilise plus Facebook parce que je ne suis pas d'accord philosophiquement avec ce qu'ils font.
Alors Facebook a racheté malheureusement tous les réseaux avec lesquels on peut communiquer aujourd'hui. Donc c'est juste extraordinairement compliqué de passer à côté et de Facebook, et de WhatsApp, et de Messenger, et d'Instagram. C'est compliqué. Mais il y a des voies, voilà, il y a d'autres voies, on peut passer par d'autres modes de communication, on peut s'appeler. Moi maintenant, le plus possible, j'appelle les gens, donc les gens se moquent de moi parce que quand je dois animer un groupe, et récemment j'animais un groupe de 12 personnes, on devait visiter l'Assemblée nationale, c'était une formidable expérience. Eh bien je les ai appelés tous, pour se caler, tout simplement. Et puis pour entendre leur voix, pour savoir comment ils allaient. Alors j'ai pris le temps, parce qu'en fait c'est ça, la technologie aussi. Ça libère du temps. Ça libère énormément de temps. Mais à quoi sert ce temps que je libère si c'est pour le réinvestir dans la dernière série Netflix ? Ce temps que je libère, à quoi il me sert exactement ? Quand on fait un petit peu le point dans sa vie sur ce à quoi le temps libéré nous sert, on se rend compte qu'il ne nous sert pas forcément à progresser philosophiquement. Alors il nous sert à nous divertir, ce qui est une excellente chose, il faut se divertir, c'est très très bien. Le travail à tout crin, c'est bien, mais entre des heures bien particulières. Et il faut savoir se reposer. Donc moi, le temps que j'ai libéré me sert fondamentalement à me reposer. Rien de plus agréable qu'une bonne grasse matinée, dormir, voilà. Et se divertir, mais alors faut-il se divertir sur Netflix ? Que nous dit Netflix ? Que nous disent les séries Netflix ? Qu'est-ce qu'elles portent comme philosophie du monde dans lequel elles évoluent, les histoires, les scénaristes ? Est-ce qu'il n'y a pas... Là aussi, il y a ce que les Américains appellent un agenda, c'est-à-dire qu'il y a un but, il y a du but philosophique. Il y a du divertissement, mais il y a aussi du but philosophique. Et c'est intéressant d'aller... Alors c'est un peu fatigant, ça je le reconnais bien volontiers, c'est très fatigant, mais c'est savoureux, d'aller déminer un petit peu comme ça les buts qu'il y a derrière chaque chose, se demander, ah ben tiens, là on me propose ça, c'est plus simple, mais pourquoi on me le propose ? Ah tiens, on me propose une carte de fidélité. Pourquoi mon supermarché me propose-t-il une carte de fidélité ? Est-ce que ce ne serait pas par hasard pour savoir exactement ce que j'achète ? Pour pouvoir me proposer des promotions sur ce que j'achète ? Pour savoir dans quel rayon je me balade ? Et ainsi de suite. Alors on n'est pas là dans le transhumanisme stricto sensu, parce qu'on n'est pas dans un développement technologique à tout crin. Mais enfin, on est dans de la nanotechnologie quand même, parce que le code barre, figurez-vous que ça fait partie du champ des nanotechnologies. Et aujourd'hui, on a un code barre hyper rapide, qui s'appelle le code barre en 2 dimensions. C'est le QR code. Nous en avons tous. Nous sommes désormais QR codés. Nous avons, voilà. Le QR code, c'est une invention à la base de Toshiba, firme japonaise, qui l'a créée en 1995 pour orienter à l'intérieur de ses usines les différentes pièces des différentes machines qu'il fabriquait. Donc les pièces étaient sur des tapis défilants et elles étaient scannées, et en fait l'enjeu c'était que le scan soit extrêmement rapide pour que la pièce soit orientée le plus rapidement possible vers la machine qu'elle orientait. Donc en fait c'est de la convergence technologique entre de la nanotechnologie, le code barre en 2 dimensions, et de l'informatique, la possibilité de scanner une image qui est une image en 2 dimensions, 0 ou 1, noir ou blanc. C'est de la convergence, c'est du NBIC. On n'est pas loin de la convergence technologique transhumaniste. Mais aujourd'hui, le QR code, il est utilisé pour la plus noble des missions, qui est de vérifier si nous sommes vaccinés. La plus noble des missions. Ou pas. Il faut réfléchir. Il faut s'interroger. Qu'est-ce qu'on en pense tous ensemble ? Et une fois qu'on sait ce qu'on en pense soi-même pour soi, et c'est là qu'intervient la lutte, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut en parler. Il faut en parler à tout bout de champ. Moi, mes amis savent qu'il faut éviter de prononcer avec moi le mot technologie. C'est pas une bonne idée. Parce qu'après, je me mets à parler transhumanisme. Et la soirée est terminée. Donc, il faut en parler. Il faut en parler. Parlez-en autour de vous. Discutez-en. Tapez transhumanisme dans Google. Informez-vous sur ce qui se fait. Et quand le prochain téléphone portable qui fera le café sortira, posez-vous des questions. La lutte, c'est aussi réfléchir et dire. Peut-être une
une question supplémentaire. Dans les transhumanistes, j'entendais que certains veulent mettre des puces dans les cerveaux pour augmenter les capacités cognitives. Et certains prétendent que du coup, il faut que tous, on le fasse très vite, mettre des puces dans nos cerveaux pour augmenter nos capacités cognitives, parce que sinon on va être dépassé. Qu'est-ce qu'on peut dire face à des transhumanismes qui disent ça? C'est Elon Musk, ça. Hein. Alors, on va parler d'Elon Musk et de Laurent Alexandre. Elon Musk, donc, c'est le président de SpaceX. C'est le président, donc, SpaceX. Hein, il envoie des fusées dans l'espace. Il envoie des satellites dans l'espace, cet homme. Il a certains ont des petites entreprises qui font des kebabs. Lui, son entreprise envoie des satellites dans l'espace. Et puis, il est aussi propriétaire de Tesla. Il est propriétaire fondateur de la marque de voitures Tesla, marque de voitures électriques, de luxe, et particulièrement innovante dans tous les domaines d'ailleurs. Elon Musk, il est un peu fou. Il dit beaucoup de choses comme ça. Et il adore provoquer. Donc de tous les transhumanistes, c'est celui qu'on entend le plus, parce que c'est un vrai provocateur et c'est un showman. Donc il est dans la provocation volontiers. Les puces à l'intérieur du cerveau, des puces mises à l'intérieur du cerveau, on le fait déjà. On le fait pour traiter la maladie de Parkinson. On sait mettre de façon sélective dans des noyaux gris cérébraux des électrodes dans lesquelles on envoie des petites décharges d'électricité. Ça fait un effet on-off sur les zones du cerveau et ça permet de rabattre d'un cran la maladie dans son évolution. C'est absolument admirable. C'est une chirurgie qui n'est même pas très lourde. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et de là est venue l'idée, le cerveau, après tout, est un formidable organe informatique, pense-t-on, pour le moment, en ce moment. Il y a 100 ans, on pensait que le cerveau était un formidable organe téléphonique, parce que c'était la grande technologie du moment. Maintenant, on pense que non, finalement, il est informatique, parce que c'est la grande technologie du moment aussi. Donc, le cerveau... On pourrait aller isoler la zone de la mémoire. On connaît cette zone, hein, c'est l'amygdale. On irait isoler la zone de la mémoire. On irait la tripatouiller, brancher 2-3 fils, et ça marcherait. On réussirait à mettre de la mémoire, etc. Bon, dans les faits, technologiquement, hein, là je vous parle vraiment scientifiquement parlant, c'est pas possible encore. Parce que la zone de la mémoire est extrêmement reliée à la zone de l'émotion, et à la zone des sensations émotionnelles. En fait, il y a une zone très particulière qui est la zone des sensations émotionnelles et c'est la raison pour laquelle on a une meilleure mémoire quand on sent une odeur que quand on vous raconte une histoire. C'est très particulier, la mémoire humaine, elle est extrêmement connectée à nos sensations. Et donc, on peut pas dire qu'il y a une zone qui serait comme le disque dur externe de l'ordinateur et qu'on pourrait à l'envie ôter, enlever, etc. Ce qu'on pourrait éventuellement faire, et c'est la réflexion qui est faite, c'est de dériver une zone du cerveau qui n'est pas du tout utilisée pour la mémoire, par exemple la zone du cerveau de la vision, qui elle est bien délimitée, elle est occipitale, hein, c'est à l'arrière du cerveau. On pourrait, elle, par contre, la dériver, brancher effectivement quelque chose dessus, et les informations qu'on irait se brancher dans le cerveau arriveraient sous forme d'un influx nerveux visuel. Donc nous, on aurait l'impression de voir quelque chose. Mais ce serait pas directement dans notre mémoire. Enfin voilà. Mais il y a des gens qui réfléchissent là-dessus. Hein. C'est pas ex nihilo. Il faudrait qu'on le fasse tous. Parce que les gens qui seraient ainsi augmentés deviendraient très très forts. Oui et non, on ne pourra pas tous le faire. On n'a pas suffisamment de ressources. C'est tout bête, hein. C'est vraiment de la ressource propre, dure, pour le faire tous. Aujourd'hui, on a vraiment une crise, on se dirige doucement vers une crise de ressources pour la fabrication des téléphones portables. Les futurs téléphones portables vont coûter de plus en plus cher. Vous savez, dans les téléphones portables, il y a un certain nombre de matières rares. Il y a du silicium, il y a de moins en moins de sable sur Terre. Il y a une crise du sable. D'ailleurs, dans le bâtiment, la silice. Il y a de l'or à l'intérieur des téléphones portables. Bon, ça, il y en a encore un petit peu. Il y a du coltan à l'intérieur des téléphones portables. Le coltan est une terre extrêmement rare qui est difficile à trouver et qu'on trouve notamment, les plus grands gisements sont en Chine.
La Chine a une gestion de ses ressources qui est une gestion en tension, c'est-à-dire qu'elle retient les ressources. Et l'autre grand gisement de coltan dans le monde, c'est dans un pays qui a un gisement extraordinaire, le Congo, et qui est donc un pays en guerre. Et les mineurs sont des enfants de 8 à 12 ans qui rentrent dans des galeries pour aller extraire le minerai. Donc est-ce qu'on pourra tous se mettre une puce dans le cerveau ? Attendons de voir si on pourra déjà tous avoir des téléphones portables dans 20 ans. Parce qu'il y a une chose qui va nous rattraper avec cette histoire de transhumanisme, c'est la crise climatique. Et même de façon beaucoup plus large que simplement le climat, c'est la crise des ressources. Nous sommes dans un univers qui est un univers fini. C'est-à-dire que nous n'avons pas une quantité inimaginable de choses pour pouvoir en construire d'autres. Nous avons beaucoup construit, très peu recyclé jusqu'ici, on commence à inverser un petit peu la tendance, mais enfin les courbes ne se sont pas encore croisées. Donc il faut garder à l'esprit que dans ce déploiement extraordinaire technologique, l'idée de base des transhumanistes, et le manifeste transhumaniste l'oublie un petit peu, mais c'est normal, le manifeste transhumaniste, c'est 1980. Et le mot transhumanisme, c'est 1950. Donc tout ceci était avant l'avènement du GIEC et les notions de développement durable. Aujourd'hui, on tempère un petit peu tout ce qui est question technologique parce qu'on le tempère par le fait qu'une technologie doit aujourd'hui être durable pour être explorée, sinon elle n'a pas de raison d'être, elle précipite notre fin. Alors je reviens un instant sur les quatre grandes technologies qui convergent pour créer le transhumanisme et pour expliquer un petit peu aussi pourquoi, à mon avis, les puces dans le cerveau, on les aura tous ou personne ne les aura. Les nanotechnologies, le fait de miniaturiser. Les biotechnologies, le fait d'améliorer l'homme et de l'augmenter, les deux. Sachant qu'on améliore déjà l'homme, hein, on s'améliore déjà quand on se pose des prothèses totales de genoux, on améliore les genoux existants. L'informatique et les sciences cognitives. Ce sont les 4 grandes technologies qui convergent et qui donnent la possibilité de l'homme amélioré, qui donnent la possibilité de la mort et qui donnent la possibilité du choix plutôt que la chance, les 3 grands aphorismes transhumanistes. Vous parliez tout à l'heure de votre visite et vous faisiez référence à différentes maladies dans le XVIIIe siècle comme l'arthrose par exemple. Et j'imagine avec tout ce que vous venez de dire que l'idée n'est pas de soigner finalement l'humanité demain, c'est d'essayer d'éliminer la mort. Donc dans ce cadre-là, la question que je me pose, c'est que la sélection, elle va purement être une sélection d'enveloppe. On va perdre ce côté effectivement humain. Et à votre avis, quels seront les critères pour choisir les enveloppes de ceux qui auront trouvé la possibilité de ne plus jamais mourir? Alors, la vie, absolument la vie, déjà. La vie la plus longue possible, la mort de la mort, la vie en bonne santé. Donc déjà, on va commencer par sélectionner des gènes qui sont en rapport avec la bonne santé. Mais on va pas faire que sélectionner ces gènes-là, on va sélectionner des gènes qui sont en rapport, je viens vers le film Bienvenue à Gattaca, avec la notion de beauté. Pourquoi s'en priver ? Soyons tous beaux. Mais qui définira la beauté ? Qui définit aujourd'hui la beauté ? Est-ce que ce ne sont pas les défilés des grandes marques ? Est-ce que c'est bien nous-mêmes qui la définissons ? Aujourd'hui, nous avons la capacité, parce que nous ne choisissons pas, de nous dire beau. Parce que nous ne choisissons pas. Nous sommes tous beaux, évidemment. Je vis dans un monde où nous sommes tous beaux. Hein ? Bah oui, philosophiquement, nous sommes tous beaux, nous sommes tous achevés. Et donc, en cela même, et je suis humaniste, hein, donc je parle comme une humaniste, par définition pour un humaniste, les gens sont beaux, parce que chaque personne est elle-même achevée dans le creuset de sa propre existence. Et donc, elle est belle, elle est magnifique. Et il faut que vous vous disiez ça tous les matins devant votre miroir. C'est magique de se dire ça tous les matins devant son miroir. Oh, je suis beau, je suis l'achèvement de mon creuset philosophique. Enfin voilà. Non, en pratique, qui est-ce qui va choisir les enveloppes ? Moi, j'ai peur de qui va choisir les enveloppes. Tout le monde sera, blond aux yeux bleus. Vous passionnez de ce sujet parce que finalement, il vous fait très peur. Mais évidemment. Ouais. Évidemment. Quel autre moteur que la peur et l'amour ? C'est les 2 moteurs de la vie.
Vous parliez tout à l'heure, par exemple, des caissières qui disparaîtraient. Alors, effectivement, c'est très humain de se dire on va se libérer, et pour des raisons médicales également, puisque vous êtes médecin, les problèmes là aussi, de problèmes d'arthrose, d'arthrite, enfin de symptômes qui sont liés à la manipulation d'affaires. Alors vous pensez au fait de les replacer quelque part pour replacer de l'humain. Mais on sent bien quand même que la motivation derrière, c'est véritablement de rendre cette technologie au service de tous et d'éliminer l'humain. Personne ne pense à remettre l'humain à sa place ou de lui trouver un nouveau poste. Ça, c'est un vrai problème. Et comme tout à l'heure, on parlait aussi de Laurent Alexandre, qui est haut fonctionnaire, qui est urologue et créateur de Doctissimo, lors d'une conférence à Sciences Po, il met en évidence une chose forte, c'est que dans les années qui viennent, il y aura 2 types de personnes, les winners et les inutiles. Et il entend par là, dans le cadre des inutiles, finalement, le commun des mortels, qui demain ne servira plus à rien, puisque la technologie va remplacer finalement, on va dire, toutes les basses besognes ou les choses plutôt simples. Et je me suis posé une question, je vous laisserai réagir sur tout ça ensuite. Ce premier confinement, sur un plan politique, et par rapport à ce que vous dites, je me suis demandé si c'était pas un test grandeur nature pour voir et déterminer justement qui sont ces inutiles pour entamer ce travail qui nous amène finalement vers une énorme déshumanisation. J'adore Laurent Alexandre parce que quand je l'écoute, je me renforce. Alors Laurent Alexandre, c'est le transhumaniste français, effectivement, entrepreneur, polémiste aussi, puisqu'il a eu un temps une chronique. Et oui, voilà, il est capable de dire des choses pareilles. Il est capable de dire qu'il y a des gagnants et puis des inutiles. Ce que je lui reproche, c'est de confondre 2 notions, et là on va rentrer dans le champ politique. 2 notions importantes. L'emploi, d'une part, et le travail, d'autre part. L'emploi est une forme de travail, qui est une forme de travail rémunéré. Mais, c'est mon avis, ne pas avoir d'emploi ne signifie pas être inutile. Ça signifie travailler sur d'autres éléments, éventuellement, de soi-même, éventuellement pour les autres. Nous avons dans la salle, par exemple, des gens qui actuellement sont en train de travailler, mais qui ne sont pas rémunérés. Et ces gens qui travaillent sans être rémunérés ne sont pas dans une situation d'emploi, mais sont dans une situation de travail. Et travaillant, ils s'enrichissent. Le travail, c'est quelque chose qui définit l'être humain. Ça, philosophiquement, c'est indéniable. Mais pas l'emploi. Moi, je considère pas être défini par mon emploi, quand bien même mon emploi est un emploi passion, etc. Enfin, voilà. Et j'espère, avec Torche, le jour où nous serons tous exempts de la définition de nous-mêmes par notre emploi, qui n'est que notre travail rémunéré, somme toute. Oui, effectivement, dans la progression technologique, il va y avoir une crise de la notion de travail et de la notion d'emploi. Parce que il va y avoir des gens dont l'emploi auparavant était indiscutablement nécessaire et dont l'emploi va disparaître. Et à ces gens-là, il va falloir expliquer, il va falloir accompagner, il va falloir donner un nouveau sens de vie qui passera par le travail toujours, mais par une autre forme de travail. Et je pense au travail associatif, que vous faites admirablement bien ici. Je pense au travail bénévole, que d'autres font admirablement bien ailleurs. Je pense au travail sur soi, apprendre par exemple, se renforcer dans ses connaissances, c'est extraordinaire, c'est des moments de travail extraordinaires. Retourner à l'école, sur les bancs de l'école, voilà ce que j'en pense. La question de Laurent Alexandre, c'est quelqu'un qui me fait très très peur, que je trouve très dangereux. Je trouve que finalement il prône une forme de nouvel eugénisme, où si on met des personnes à double catégorie, ce qui serait inutile, ce qui serait utile, ou ce qui serait bon ou pas bon, ça nous renvoie à des heures sombres qu'on a pu voir dans la Seconde Guerre mondiale avec le nazisme, voilà, où on a voulu avoir l'arien, l'homme parfait, l'homme qui doit dépasser les autres et écraser les autres comme tels des insectes. Et là, on est face à un danger extraordinaire. Ça me questionne en termes de laïcité et de liberté de conscience. Parce qu'effectivement, on est aux antipodes de cette capacité-là. Si on essaye de créer des prédateurs et l'autre, ce sont les victimes de ces prédateurs,
là, on n'est plus dans une démarche universaliste que la laïcité peut porter, me semble-t-il. Tout à fait, et c'est pour ça que je reviens d'autant plus dans le panier de la laïcité, ce panier qui contient l'humanisme, qui contient le travail, qui contient l'universalisme, pour répondre à ce que peut dire un Laurent Alexandre, dans le panier duquel il y a simplement le libertarianisme, voilà, la capacité à scinder complètement la société, voilà, en communauté, en étiquette, c'est pas très intéressant à analyser, ça c'est voilà. Mais quand je l'écoute, je reviens dans ce deuxième panier, le panier dans lequel est contenu l'universalisme que propose la laïcité. L'universalisme, c'est la capacité à voir soi en l'autre, ou à voir en l'autre un autre soi-même. C'est dire, toi je te connais parce que tu es une part de moi-même, parce que nous avons une lumière commune qui est le fait du genre humain. Voilà ce qu'est l'universalisme. Et donc, parce que nous nous connaissons et que nous nous reconnaissons mutuellement comme êtres humains, nous savons que nous avons des besoins communs, que nous avons des utilités communes, et que ce qui va être à la base de nos échanges, ça va être un respect mutuel. Je suis allé un petit peu au-delà de l'universalisme. Mais enfin, c'est l'idée générale de l'universalisme humaniste. Puis d'un universalisme du XXIe siècle, qui se veut aussi un universalisme, ça veut rien dire, un universalisme inclusif, ne rajoutons pas de mots derrière, un universalisme tout court. Le pendant des théories de Laurent Alexandre, c'est de revenir à la base de ce qui nous constitue. Et si on a peur de lui quand on l'écoute, il faut se souvenir que notre socle républicain, démocratique, il est fort et il est basé sur autre chose. Même si lui ramène des notions, il ramène des notions qui viennent de ce second panier, ça fonctionnera pas longtemps. Parce que précisément, la laïcité ne le permettra pas. Parce que précisément, la notion d'utilité publique qui est contenue dans la Déclaration des droits de l'homme et de l'humanité ne le tolérera pas non plus. Et donc, à la peur, il faut essayer de substituer une très grande confiance. Mais une confiance parce qu'on a la connaissance d'eux. Moi, j'ai confiance dans notre société française parce que je sais qu'elle est laïque, je sais qu'elle est humaniste, et je sais dire pourquoi elle l'est, comment elle l'est, et pourquoi, parce qu'elle l'est, précisément, je vais vouloir replacer l'humain au centre d'un grand magasin qui aurait des robots à sa sortie. C'est parce que je sais qu'elle l'est. Ce qui sera important dans ce magasin qui aura des bornes robots à sa sortie, ce n'est pas tant que je réussisse à faire mes courses en moins de 25 minutes, etc., et que le magasin gagne beaucoup d'argent. Parce qu'il y a aussi la question économique que nous n'avons pas beaucoup abordée ce soir. Le magasin va gagner beaucoup d'argent même si je fais mes courses en 30 minutes au lieu de 25. Mais c'est où je mets l'humain à l'intérieur de ce magasin. Et moi, en tant que concitoyenne, personne faisant partie de ce collectif national, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse véritablement. Où est l'humain à l'intérieur de ce magasin ? Donc je vous pose une question, mais ça a peut-être été déjà abordé, voilà, comme j'ai pris en cours. Mais ma question serait, est-ce qu'il est préférable pour une personne de se retrouver à une caisse et devoir faire un geste mécanique 8 heures par jour, ou que ce geste soit remplacé par une machine, que ça soit une machine au lieu d'une personne qui le fasse? C'est-à-dire un peu ce qu'on a vécu sur les chaînes de montage, c'est-à-dire des gens qui font des gestes répétitifs, et la caissière, c'est un peu ça, c'est-à-dire biper des artistes, voilà, des articles, ainsi de suite. Est-ce qu'il est préférable que ce soit une personne qui le fasse, ou que ça soit remplacé par une machine? Alors, tout à l'heure, on m'a posé la question, mais j'ai répondu par une pirouette. Donc maintenant qu'on me repose la question, je ne peux plus répondre par une pirouette. Non, le médecin parle. C'est préférable qu'elle soit remplacée par une machine. C'était inhumain, le travail à la chaîne. C'est pas humain, ça fait mal au coude, ça fait mal au poignet, ça donne des tendinites, c'est pas bien. C'est pas très très bien. Mais par contre, il faut que cette personne, elle soit considérée et qu'on lui explique, ce n'est pas parce que tu fais pas bien ton travail, ce n'est pas parce que tu es insuffisante. C'est parce que tu peux te suffire différemment en faisant autre chose. Et donc, quitte ton emploi, ce n'est pas grave, tu trouveras un autre travail.
Mais là, après, on rentre dans des considérations économiques beaucoup plus compliquées. Parce qu'on quitte un emploi, pour la subsistance, c'est toujours mieux d'en trouver un autre. Comment on reclasse, comment on subsiste dans une société où on commence à débattre aussi de la notion de revenu universel. Voilà, est-ce que il faut donner à chacun sa subsistance déjà, et puis permettre à chacun de travailler sur des chantiers différents. Bon, après, c'est des questions extrêmement politiques qui dépassent un peu le champ de la laïcité et du transhumanisme, et à chacun d'avoir son avis sur la question. Mais c'est des questions qui sont très 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 contemporaines et dont on va avoir à débattre dans les années qui viennent, peut-être un peu l'année prochaine, par exemple. C'est vrai qu'une des questions que je me posais sur la question économique, justement, se dire, mais finalement, ces transhumanistes là, est-ce que c'est pas un moyen d'être dans la reproduction sociale? S'ils sont déjà des ultra riches, hein, on l'a un peu vu. Si c'est des ultra riches, ils veulent continuer à avoir cette richesse, cette domination, peut-être cette capacité à pouvoir préserver leur élitisme en permettant d'avoir des personnes justement qui ne le seraient pas, pour pouvoir dégager de leur superbe et de leur domination absolue. Et finalement, est-ce que le transhumanisme, c'est pas une vaste farce, juste pour nous faire vendre encore plus de choses, pour enrichir encore plus quelques bourses déjà bien garnies? Dans le manifeste transhumaniste de 1980, il est abordé la question de la richesse et du fait que le transhumanisme, ça soit pratiquement exclusivement pour les ultra-riches. Et ils disent, dans ce manifeste, donc oui, le transhumanisme coûte cher, mais la richesse dégoulinera le long d'une pyramide et ira enrichir les différentes strates petit à petit. Parce que, après tout, nous aurons des très gros bateaux, mais la personne juste en dessous aura un plus petit bateau, mais elle aura un bateau quand même, et la personne juste en dessous, socialement parlant, voudra un bateau, donc travaillera pour. Donc voilà, c'est la fameuse théorie du ruissellement de la richesse, qui est une théorie qui est vieille comme le capitalisme. C'est pas très neuf. Les riches ont toujours dit aux pauvres, nous sommes riches aujourd'hui, mais vous serez riches demain si vous faites comme nous. Tenez, prenez nos vêtements que nous ne portons plus, vous aurez l'air plus riche. Enfin bon, la théorie du ruissellement économique. C'est une théorie. Alors certains disent qu'elle fonctionne parce que le monde, en fait, ne va pas si mal que ça, hein, soit dit en passant. Le monde est plus riche qu'il y a 2 siècles. En tout cas, le PIB s'est accru mondialement. Donc, c'est que quelque part, les riches ont entraîné vers le haut les plus pauvres. Voilà, il y a des gens qui font cette analyse-là. Il y en a d'autres qui font l'analyse contraire et qui disent que c'est un extraordinaire cynisme et que c'est presque insultant comme théorie, et que quand on parle de ruissellement, on parle dans le temps de plusieurs générations, alors que l'analyse économique voudrait qu'on soit dans une temporalité courte, voudrait qu'on analyse les choses sur une journée ou sur une année, pas sur 4 générations, parce qu'effectivement en 4 générations, oui, ça évolue, encore heureux. Est-ce que le transhumanisme est une farce? Pas pour les gens qui sont transhumanistes, je crois qu'ils y croient. Moi, je pense qu'ils y croient fermement et qu'ils croient très fort que ce qu'ils font va véritablement être le bien pour l'humanité. Mais je pense aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et que dans leur objectif de faire mieux pour l'humanité, ils sont peut-être en train d'aller quelque chose qui va aller vers le pire. C'est mon avis, hein. Là, je prends vraiment je préfère dire que voilà, ça n'engage que moi. Moi, je suis très très critique vis-à-vis de cette philosophie-là. Quand un Laurent Alexandre parle de gagnant et d'inutile, je ne vois pas vers quelle amélioration de l'humanité il va. Je ne le comprends pas. S'il y en a une, je ne la vois pas. Alors que quand l'humanisme moderne, l'humanisme contemporain parle de la distinction entre travail et emploi et de l'importance qu'il va falloir pour 7 milliards d'individus de trouver des travaux qui font sens et qui font sens dans les défis qui sont les nôtres à notre époque, les défis du développement durable, les défis de la vie en bonne santé, les défis de la collectivité, ça, moi, ça me parle. Là, je vois la direction
positive dans laquelle évolue la collectivité dans laquelle je suis. Et là, ça m'intéresse. Et là, je suis prête à me mobiliser pour cela. Pas pour acheter un énième taille haie sur Amazon. C'est vraiment très très intéressant. Voilà. Maintenant, pour en revenir à cette histoire de premier confinement, voilà, je dirais que ça a énormément bouleversé les mentalités. Énormément. Bon, quand on parle maintenant de métier, je dirais que le télétravail, pour moi, c'est une ineptie. Pour avoir travaillé dans le social pendant des décennies, pour m'être beaucoup investi dans le milieu associatif, c'est pas seulement spécifique aux RERS, mais dans d'autres, je trouve que on tue la communication petit à petit. Les gens qui passent leur temps maintenant à échanger par SMS, par mail, qui n'ont plus le courage en fait de se dire les choses qui, pour moi c'est une régression de l'humanité. Quand on parle de réseaux, par exemple, Facebook, Twitter, Instagram, je les boycotte. Ça c'est clair. Je fais juste un effort avec WhatsApp, mais dans un cadre bien spécifique. Voilà. Je trouve que nos gamins aujourd'hui, quand on voit le cyberharcèlement, qu'il soit scolaire, je trouve que nos gamins sont en train de vivre quand même. J'ai vraiment très très peur pour eux. Quand on voit par exemple des réseaux comme Instagram et Facebook, je crois qu'il fallait avoir 16 ans pour pouvoir y accéder. Aujourd'hui, on permet à des gamins de 7 ans de se connecter. Après, il y a le rôle des parents aussi. Les parents sont quand même les premiers éducateurs. C'est à eux aussi d'être vigilants, de surveiller. Souvent, on appuie de ça à l'école. Je dirais qu'avant l'école, ce sont les parents, en tant que premiers éducateurs, qui doivent être extrêmement vigilants. Moi, j'ai été encore bouleversée ce matin en apprenant le suicide d'une petite fille de 12 ans, parce qu'elle était harcelée par les réseaux sociaux. Donc moi, je veux bien que la technologie, effectivement, il y a des technologies innovantes, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit Maintenant, à un moment donné, je crois que les parents avaient le choix. Ils pouvaient décider du sexe de l'enfant, choisir la couleur des yeux. Et là, je trouvais quand même que ça devenait terrifiant. Je ne sais pas si c'est concrétisé. J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais, je veux dire, c'est pas une découverte. On sait que de plus en plus, on va tendre vers... voilà, il y a de plus en plus de plateformes, de moins en moins sécurisées. Même nos mails, quand on parle par exemple des smartphones, il est à la fois notre meilleur complice et notre pire ennemi. Ça, il faut bien l'entendre, voilà. Aujourd'hui, on peut être photographié, enregistré à notre insu. Moi, je ne sais pas quel monde on est en train de construire. Moi, personnellement, et d'ailleurs, je suis arrivée un peu en retard et je m'en excuse, et j'avais entendu la discussion de monsieur. Et en fait, je souscrivais à 100% avec lui. Moi, j'aimerais vous rassurer sur le monde qu'on construit. Je vais vous rassurer sur le monde qu'on construit parce que, alors on parle de choses très sombres aujourd'hui. J'ai pas eu un propos extrêmement optimiste parce que je suis pas très optimiste sur le transhumanisme, mais je suis très optimiste sur le monde dans lequel on est. Pourquoi ? D'abord parce que les enfants sont extraordinairement résilients. C'est-à-dire que les enfants ont une capacité à rebondir sur des événements traumatiques extraordinaires. Et on se demande comment ils font. Alors ça fait des adultes un peu fracassés, mais les psychologues sont bons. Donc, non. Les enfants sont extraordinairement résilients et je pense que ils vont bien mieux que nous savoir s'en sortir avec le cerveau qu'ils auront de la différence qu'il y a entre connectivité et connexion. Il manque, je pense, aux parents et peut-être à l'école aussi, une petite possibilité d'aller enseigner cela aux enfants au collège. Leur rappeler qu'il y a une différence entre la connexion aux autres et la connectivité qui passe par le digital. Ce sont deux choses qui sont très différentes.
Lorsqu'on est dans la connexion, il manque, lorsqu'on est dans la connectivité, il manque la prosodie, il manque les gestes du visage, il manque tout ce qui entoure, tout ce qui fait que la parole, qui est la connexion, n'est pas la connectivité où on tape des mots et où on sent pas en fait la tonalité qu'on a voulu mettre à l'intérieur. Ce sentiment-là, il est différent et il faut le dire. Est-ce que les parents le disent assez à leurs enfants ? Je ne sais pas. Le premier confinement, à mon avis, a eu comme valeur de rappeler aux gens ce qu'était la connexion. Parce qu'on a été privé de connexion pendant un temps. On a eu de la connectivité, les apéros, WhatsApp, ou Zoom, ou Skype, enfin, on a tous Skypé à volonté, Zoomé à volonté. On s'est bien rendu compte que c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. On s'est bien rendu compte qu'on pouvait s'appeler beaucoup, mais que ça ne valait pas le fait de se prendre dans les bras, geste que nous réapprenons à peine pour les plus courageux d'entre nous. Et donc, il a eu cette j'ai pas envie de dire vertu, il a eu en tout cas cet effet collatéral-là, le premier confinement. Il a été extraordinairement dur pour la société entière. Et je ne sais pas si on va réussir à en tirer les conséquences avant une dizaine d'années. C'est comme tous les événements un petit peu durs, les événements un peu traumatiques. Sur le moment, on a du mal à les saisir. Mais et c'est très étonnant, parce que moi je pensais qu'il y allait y avoir beaucoup de livres qui allaient sortir sur le confinement. Mais en fait non, pas tant que ça. Regardez la rentrée littéraire, il n'y en a pas tant que ça. Beaucoup de livres écrits pendant le confinement, mais pas sur le confinement. Et c'est le temps qu'on le digère. C'est le temps qu'on se rende compte un petit peu ce que ça a été pour nous et que ça fasse écho en nous. Et je pense que ce qui va faire écho, ça va être le resserrement du lien social réel. Le lien réel, la connexion entre nous. En tout cas, c'est ce que j'espère. Moi, je suis d'un naturel optimiste. Je fais une petite digression, je vais vous parler d'optimisme. Je suis d'un naturel optimiste. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'avenir est ce qui adviendra, mais je pense que c'est ce que nous ferons. C'est une phrase d'Henri Bergson que j'adore. Je pense que même si, c'est une phrase, là je vais citer quelqu'un d'autre, même si demain c'était la fin du monde, ça vaut bien le coup de planter un arbre. Parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Sur un malentendu, les choses peuvent bien se passer. Et moi, j'ai cet optimisme-là qui est chevillé, parce que je me dis que être pessimiste, bon, c'est quoi ? C'est la flatterie d'avoir raison, si jamais les choses se passent mal. Ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Je préfère utiliser mon énergie à tourner les choses de façon à ce qu'elles soient positives. Voir un verre toujours à moitié plein, plutôt que de le voir à moitié vide. Cette compétence-là, cette capacité-là, en tout cas cette volonté que j'ai pour moi, ça me permet de voir la société de telle façon que, dans 10 ans, on aura plein de technologies nouvelles. Aucune idée de celles qu'elles seront, ça je ne sais pas. Mais je fais confiance au monde, et je fais confiance aux gens, et je fais confiance à la société au sein de laquelle j'évolue pour avoir une réflexion réelle et sérieuse sur la façon dont ces nouvelles technologies vont arriver dans ma vie quotidienne. Et il y a des gens qui sont là pour faire ça, pour réfléchir si de façon réelle ou sérieuse, une technologie doit arriver dans ma vie quotidienne. Ça s'appelle des parlementaires. Ce que vous dites, mais par exemple, quand vous avez parlé des parlementaires, on voit comment se comportent les parlementaires en France depuis quelques années. Et clairement, ils suivent la direction qu'on leur impose, et les quelques-uns qui ont des velléités de contestation sont vite écartés. Donc sans ça, même si je partage votre optimisme, je le partage au niveau des personnes, mais pas au niveau des institutions. Voilà. D'accord. La petite limite que je... Vous avez bien raison. Il faut avoir des limites personnelles, c'est ça qui fait le sel de la vie. Moi j'ai confiance dans les personnes, mais j'ai aussi confiance dans les institutions parce que elles sont le reflet des personnes. Ce on qui leur impose aux parlementaires, je n'ose vous demander qui vous pensez que ça puisse être.
ils font ce qu'on leur impose. Alors ça peut peut-être être le gouvernement, enfin je sais pas, c'est un on un petit peu général. Je pense que les institutions sont le reflet des personnes. Et je pense que si on n'investit pas les institutions, effectivement, elles sont investies par des on, par d'autres champs. Donc moi, j'essaie de les investir, les institutions. J'essaie de leur dire, écoutez, je vous fais confiance, sentez-vous responsabilisés. Moi, je vous écoute. Alors bon, moi c'est un peu particulier, je regardais le CP et tout ça, mais mais j'essaie de les investir un maximum pour me dire bon. Parce que si j'ai pas d'institution, qu'est-ce que j'ai, quoi? Peut-être qu'il faudrait justement commencer par ça, à revoir un peu les institutions, notamment, bon, je fais peut-être une digression, mais comme on est dessus, la notion, par exemple, la Ve République qui a été pensée pour un homme, dans un contexte bien précis, et depuis, on constate que aucun n'est à la mesure du costume. Aucun n'est capable depuis de porter le costume, et c'est de pire en pire, sans avoir d'opinion, que ça soit de droite ou de gauche. Donc je rentre pas dans ce gars, mais cette 5e constitution qui allait parfaitement à un homme qui était vraiment, qui mettait vraiment la nation française au-dessus de tout. Bah, c'est juste dévoyé. Maintenant, on se rend compte que ce sont des entreprises qui dictent la marche à suivre, et ce ne sont plus nos hommes politiques, qu'ils aient raison ou aient tort, font des choix pour la nation. Ce sont les entreprises qui disent bon ben on fait ci, on veut ça, on veut telle réforme, on veut tel changement. Et je trouve ça dommage que pour une nation, ce soit les entreprises du coup qui soient le plus haut pouvoir, dans la mesure où une entreprise est là pour faire de l'argent. Et je suis moi-même chef d'entreprise, donc j'ai pas de problème avec les entreprises. Mais il faut bien savoir qu'une entreprise est là pour faire de l'argent, c'est ça son objectif. Et alors qu'une société, bah, c'est d'autres objectifs. Voilà. Mais ce qu'il y a de savoureux, c'est que vous savez que cette société, c'est d'autres objectifs. Et ça n'a pas de prix. Et tant qu'on le sait, tant qu'on s'en souvient, alors on peut avoir confiance. Parce qu'on fera attention le jour où on nous demandera notre avis, et encore heureux en France, on nous demande de temps en temps notre avis, périodiquement. Quand on nous demande notre avis, alors on va dire ce qu'on en pense. Les institutions de la Ve République permettent effectivement le lobbying, c'est-à-dire permettent, en tout cas n'interdisent pas à une entreprise ou à un groupe un groupe d'intérêt, ça s'appelle des groupes d'intérêt, d'intervenir auprès des parlementaires ou auprès des gens qui font la loi de façon générale pour leur demander que telle ou telle mesure passe. Faisons attention aux groupes transhumanistes. Il existe, il y a des groupes de pression transhumanistes, ça existe. Laurent Alexandre fait partie de certains think tanks, donc de clubs de pensée qui ont des pensées transhumanistes et qui rédigent de temps en temps des projets de loi qu'ils amènent à tel ou tel député, tel ou tel sénateur, alors qu'ils ne passent généralement pas ou qui passent même pas l'examen en hémicycle parce que c'est des projets de loi un petit peu particuliers. Mais enfin, ils existent, et si un jour il y a une avenue qui se libère, ils emprunteront la voie. Moi, j'ai confiance dans nos institutions. Je vois comment elles ont été chahutées ces derniers temps, comment elles le sont régulièrement. Quand je dis ces derniers temps, je parle des 3 derniers siècles. Donc c'est un petit peu large comme dernier temps. Elles sont ce qu'elles sont pour la Ve République. Elles sont récentes. Elles peuvent changer. Et si elles changent, on sera là pour les améliorer. Qui se réfère à la Ve République. Effectivement, elle est récente parce qu'elle ne date que de 1958. Moi, je dirais quand même que nos élus ne sont pas si mal que ça, quand même. Diriger un peuple comme nous, les Français, c'est très très compliqué. Parce qu'en règle générale, le Français est toujours en train de se plaindre, de râler, alors que justement là, pendant la crise du Covid, c'est bien un pays quand même qui a énormément aidé. C'était bien la France, soit pour les restaurants, soit bien. Je pense qu'on le paiera. Comme vous dites, peut-être pas tout de suite, mais bon.
Déjà, on a une dette qui est colossale. Je pense que tout cet argent-là qui a été distribué, on ne sait pas comment, il faudrait bien le payer un jour. Voilà. Donc moi, comment dirais-je? Comme vous dites, moi je crois aussi aux institutions. Bon gré, mal gré, elles tiennent. Je vais pas rentrer dans le débat dans un débat économique, mais la dette d'un État, on a l'éternité plus un jour pour la payer, donc profitons-en. Question d'idéal qui est posée, parce que la laïcité, c'est un idéal de liberté de conscience. Donc les nouvelles technologies qu'on peut avoir, si on l'utilise dans un bel idéal, effectivement, elles peuvent être intéressantes et on évite les dérives. Si on est dans une logique de concurrence de tous contre tous et on doit écraser les autres, et on ne parle que très peu du développement durable finalement, puisque aujourd'hui, les rapports du GIEC, on voit que la planète souffre beaucoup, que l'écocide est là. Donc finalement, est-ce que le transhumanisme va résister à ces principes de destruction de la planète ou pas? Et est-ce qu'on va pouvoir avoir cette laïcité qui résiste également face à ces notions? Alors, 2 questions. Donc, je pense que le transhumanisme, non, lui, va mourir. Très sincèrement, je pense que là, c'est une philosophie qui est vouée à mourir, de sa belle mort, certainement, dans un flamboiement de récits de science-fiction. Donc, 3 aphorismes dans le transhumanisme, je les rappelle. L'homme augmenté, la mort de la mort, et le choix plutôt que la chance. Le choix plutôt que la chance et l'homme augmenté, je pense que la médecine et l'éthique médicale, la déontologie médicale va se charger de ces choses-là. Ne vous inquiétez pas, nous veillons au grain. On ne vous implantera pas tout de suite de choses dans le cerveau, on n'est pas très chaud pour ça. Ça devrait aller. Non, je dis ça en riant, mais j'espère qu'on sera assez fort, nous les médecins, pour mettre une grande barrière, pour dire attendez, est-ce que ça c'est bon pour mon patient, est-ce qu'il en a besoin, est-ce que voilà. Donc la déontologie médicale c'est une vieille machine, elle aussi c'est une vieille institution. Elle a su réfléchir à pas mal de choses, elle a connu pas mal de déboires aussi, et donc elle sait reconnaître le bon grain de livret, on s'en assurera et on continue de travailler là-dessus. Maintenant, pour la question de la mort, si jamais le transhumanisme se revisitait et ressortait un nouvel opuscule qui dirait alors désormais le transhumanisme c'est la convergence des NBIC, donc des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique et des sciences cognitives, mais non plus pour la mort de la mort, mais pour la sauvegarde de la Terre. Alors là, ça serait différent. Là, si les GAFAM mettent toute leur énergie et tout leur argent dans le développement durable, enfin, dans la sauvegarde du climat et dans la sauvegarde des ressources, là, on est dans quelque chose de différent. Là, on se posera déjà un peu plus la question du ok, qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre engeance philosophique? Êtes-vous humaniste? Êtes-vous universaliste? Là, on est dans quelque chose de beaucoup moins libertarien, philosophiquement parlant. Et là, ça commence à devenir intéressant. Là, on pourra les écouter, les transhumanistes, éventuellement. Peut-être même qu'ils changeront de nom pour qu'on les écoute davantage, parce que c'est ce qu'on fait en marketing quand on a envie d'être écouté, on change de nom. Donc il faudra les écouter. Mais tant que Laurent Alexandre sera toujours le porte-voix du moi et pas les autres et de tous contre tous, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il y a quelque chose à trouver dans cette histoire des convergences et du développement durable. Je suis pas la seule à le penser, heureusement, et les gens, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent à se demander comment on peut faire de l'informatique durable, par exemple, en utilisant la géothermie. Bon, voilà, c'est des choses qui sont intéressantes et qui sont travaillées. Parler de votre statut de médecin et de nous rassurer en disant que vous allez essayer d'éviter le pire nous concernant. Mais dans le cadre des problèmes liés à la Covid, il y a quand même un certain nombre de médecins qui ont été empêchés de leur liberté de prescription, sans revenir sur l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, et un lien également avec cette numérisation, enfin cette évolution technique et l'échange des données, justement, puisque
on va tous devenir des QR codes. Il y a une enquête d'Élise Lucet qui a révélé que le fait de passer sa carte vitale chez le pharmacien ne se contentait pas d'envoyer des informations en fait auprès de la sécurité sociale, de la CPAM de sa région, mais qu'une société privée en parallèle récupérait l'ensemble des données à des fins donc commerciales. Donc là, on a encore une histoire d'argent, hein, mais aussi ce fameux secret médical qui saute d'une certaine façon. Le carnet de santé numérisé également s'est rendu compte qu'il y avait déjà des fuites, c'est en train d'être mis en place. Et le secret médical, il est aujourd'hui à mal. Et là, si on veut aussi mélanger la politique, hein, il s'avère que François Hollande, dans le cadre de sa campagne présidentielle, a été majoritairement financé par des mutuelles. Et on sait aujourd'hui, il y a des petites anecdotes qui passent un peu inaperçues parce que on n'en parle pas dans la presse. Mais j'ai l'histoire d'une dame qui va à la banque pour demander un crédit. Et puis, son banquier lui dit, écoutez, dans votre dossier, je vois que vous avez eu des problèmes médicaux. Elle n'a jamais parlé de son passé médical. Donc, le banquier avait des informations qu'elle n'a jamais données. Donc, aujourd'hui, on peut parler effectivement d'améliorer, d'être plus facilement reconnu numériquement pour nous venir en aide, pour comprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Demain, on en parlait tout à l'heure, on est capable, grâce à Amazon, d'aller dans un hypermarché, de prendre en fait son panier, de récupérer un produit dans un rayon. Le produit est géolocalisé et même si je l'enlève de mon panier et que je le mets dans un autre rayon qui n'est pas le sien, quand je sors, voilà le succès de cette évolution technologique. On sait précisément ce que j'ai mis dans mon panier, ce qui est sorti. On ne me facture rien de plus. Il n'y a pas d'erreur. Je dis ça parce que effectivement, il y a une telle justesse aujourd'hui dans la gestion de cette technologie que finalement, déjà dans un premier temps, je fais référence au fait que vos belles illusions de médecins sont mis à mal, puisque je vous ai parlé des médecins empêchés de prescrire. Le secret médical en fait partie. Tout ça a des fins économiques. Et c'est comme d'ailleurs Doctolib, et je vais finir avec ça, qui au départ était une petite start-up pour rendre service aux médecins et faciliter la prise de rendez-vous. Elle a été aujourd'hui face à un appel d'offres qui était plus ou moins bidon. Ça lui a permis effectivement d'avoir la main sur la prise des rendez-vous concernant les vaccinations. Et on s'aperçoit en fait que Google est sur le point de négocier l'achat des données concernant les patients. Et surtout, on s'aperçoit que la charte n'est pas respectée chez Doctolib, puisque normalement les données, les informations sur les patients ne devraient pas être gardées, je crois, plus de 7 jours. Et il s'avère que si vous reprenez un rendez-vous 3 mois ou 6 mois plus tard chez votre médecin ou même un autre, votre historique existe. On se rappelle pourquoi vous aviez pris un rendez-vous sur Doctolib, etc. Donc finalement, on est en train de perdre toutes nos libertés. Et j'aimerais, sur l'ensemble de tout ce que je viens de dire, il y en a beaucoup, vous puissiez réagir et que je puisse vous écouter à ce sujet. Merci déjà de mettre un peu à mal mon optimisme, parce que sinon on vit au pays des bisounours. Alors, il y a quelques mois, quelques années, j'ai décidé que la médecine, bon, c'était bien, mais c'était trop réducteur, et je me suis inscrite sur une formation en ligne sur le site Open Classrooms, et je suis devenue développeur d'applications Android. Donc j'ai appris à coder, et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas en codant. Alors je fais un petit peu de pub, mais Open Classrooms c'est gratuit. Si on va apprendre à coder sur beaucoup d'autres plateformes, c'est possible. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise en codant, c'est ce qu'on ne demande pas à une machine, elle ne le fait pas. Ce qu'on ne demande pas à une machine, elle ne le fait pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un, et là on parle d'un humain, avec son éthique et sa morale, qui vient dire à la machine: récupère les données et envoie-les à telle personne et à telle personne. Si on ne demande pas à la machine, récupère les données et enregistre-les pour qu'on puisse les récupérer dans 3 mois, elle ne le fait pas. Et donc, ce que fait la carte vitale quand on la passe chez le pharmacien, ce que fait Doctolib quand il nous demande nos informations, ce n'est pas quelque chose qui vient ex nihilo. C'est pas quelque chose qui sort de n'importe où. On a demandé à un technicien informatique à un moment donné, tu programmeras le fait que la carte vitale, elle envoie des informations à telle entreprise. Tu programmeras le fait que que les données Doctolib, elles restent pendant 7 mois et plus. Il y a un courant
dans la Silicon Valley, qui est très intéressant, qui est un courant d'éthique de la programmation. C'est un petit courant qui est mené par une bande d'ingénieurs informaticiens qui ont bossé dans les GAFAM, mais c'est un courant qui commence à prendre de l'importance et à prendre de l'importance dans le monde. Humane Engineering, c'est-à-dire ingénierie humaniste. Et Humane Engineering, il propose qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on fait. Et le garçon qui a fondé ce mouvement, c'est celui qui a inventé le bouton like sur Facebook. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'était une aventure formidable. On a eu l'idée au-dessus, alors c'est des histoires de la Silicon Valley, hein. On a eu l'idée au-dessus d'une part de pizza, on l'a programmée en 2 heures, et on a trouvé que c'était génial. On a fait un test AB, c'est-à-dire que la moitié des utilisateurs avaient une page avec des boutons like, l'autre moitié avait une page sans bouton like, et on s'est rendu compte que les utilisateurs qui avaient un bouton like devenaient fous. Ils étaient heureux, mais heureux. Ils naviguaient 2 fois plus longtemps, c'était génial, et donc on a mis le bouton like. Et aujourd'hui, il se rend compte que son bouton like est la cause de suicide d'adolescents. Et il se dit, mais quelle idée n'ai-je pas eue ? Alors d'un autre côté, son bouton like, il a aussi permis de financer X et X causes pour des associations, pour des fondations, etc. Parce qu'il y a plein de petits concours qui se baladent comme ça sur Facebook. On est dans l'ambivalence de la technologie, là. L'ambivalence, c'est-à-dire que la technologie est à la fois bonne et mauvaise. Bonne et mauvaise. Et ce qui définit si la technologie est bonne et mauvaise, c'est la personne qui l'utilise, c'est la personne qui l'emploie. Et donc, jamais je n'irai dire le QR code c'est mal, le code c'est mal, la carte vitale c'est mal, Doctolib c'est mal, le concept Doctolib c'est mal. Non, ce sont les personnes derrière qui rédigent des documents compréhensibles, hein. On pourrait les demander. Ils sont couverts évidemment par le secret des affaires. Mais c'est ce qu'on appelle les spécifications fonctionnelles. C'est-à-dire, quand on clique sur tel bouton dans le programme, ça fait ça. Quand on clique sur tel bouton, ça fera ça. Et c'est ce document de spécification fonctionnelle que va suivre ensuite le technicien informatique pour pouvoir coder. Ce document de spécification fonctionnelle, il faut qu'il ait une éthique. Il le faut absolument. Aujourd'hui, ce document, c'est juste un document dans le process industriel de cette industrie-là spécifique. Qu'est-ce qui nous empêche de réclamer en tant que société que ces documents-là que ces gens-là, ces gens qui codent, ces développeurs, ou alors ces techniciens, ces ingénieurs, ces architectes de programme, qu'est-ce qui nous empêche de demander qu'ils soient liés par une déontologie ? Ils n'ont pas le droit d'envoyer des données à quelqu'un qui n'en a pas vraiment besoin. Et le besoin est défini par autre chose que par le besoin économique. En l'occurrence, pour des données de santé, on va vérifier auprès de la CNIL, par exemple, si les données de santé sont suffisamment sécurisées. On va vérifier un certain nombre de choses et c'est contraignant. Parce que s'ils ne le font pas, on les attaque en justice. Et ils payent des amendes fortes. Il faut qu'elles soient fortes. Parce qu'aujourd'hui, les amendes sont souvent, malheureusement, relativement peu importantes dans ces domaines-là. Voilà, il y a des hôpitaux qui ont subi des cyberattaques. Il y a des millions de données de patients qui ont été substituées. Voilà. Et donc, autrefois, le médecin disait qu'il avait fait le serment d'Hippocrate, donc il était forcément lié au secret professionnel. Aujourd'hui, maintenant, n'importe qui, mais de plus en plus, je sais pas, la notion de secret professionnel, le serment d'Hippocrate, aujourd'hui, je sais pas ce que ça signifie, en fait. Alors, il faut savoir que la Haute Autorité de Santé demande aujourd'hui aux hôpitaux d'avoir un dossier de soins dématérialisé. Parce que, en fait, c'est plus sécurisé pour les patients d'avoir un suivi, notamment le traçage du médicament, de la prescription à l'administration. C'est plus sécurisé d'avoir tout sur des documents informatiques et d'avoir éventuellement une procédure de secours sur papier, mais d'avoir tout en informatique. Ça permet de faire moins d'erreurs, ça permet d'éviter de prendre le mauvais dossier de patient. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont sécurisées par l'informatique. L'informatique, normalement, on est sur des logiciels qui sont censés être sécurisés, évidemment. Et oui, il y a eu des cyberattaques avec des ransomware, c'est-à-dire des logiciels de rançon, des rançongiciels, où vous nous payez une somme et on vous libère vos données.
Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on paye la somme et il y a libération des données, mais bien sûr, les données ont été copiées et se retrouvent sur le darknet, dans cet espace du web dans lequel s'échangent drogue, armes, images de pédopornographie et données médicales et données bancaires, et voilà. Ambivalence de la technologie, ambivalence de l'informatique. Ambivalence de l'informatique quand l'informatique rencontre les biotechnologies. Alors, est-ce qu'il faut exiger des niveaux de sécurité supérieurs? Est-ce que, par exemple, il faudrait pas avoir, je dis ça comme ça, une norme de sécurité informatique, plusieurs normes de sécurité informatique, et les hôpitaux doivent avoir la norme supérieure de sécurité. Bon, c'est déjà le cas. Moi, je voulais revenir sur la notion de humain augmenté, finalement. Parce que cet humain augmenté, si on porte des lunettes, on est déjà augmenté, puisque avant on n'avait pas de lunettes, donc on ne pouvait pas voir. Et à l'inverse, on peut avoir dans le sport de très haut niveau des problèmes, des produits dopants, pour essayer d'augmenter l'homme, mais finalement qu'il détruit. Alors, elle est où la limite de l'augmentation? Limite entre soin, amélioration, augmentation. Subtile, très subtile. Là où je vous parle, je suis augmenté de mes lunettes, certes. Je suis aussi augmenté d'une tasse de café que j'ai bu avant de vous voir. Donc, mes compétences psychiques sont décuplées par ma tasse de café. Alors, il se trouve que le café, c'est plutôt cardioprotecteur, donc c'est pas très grave. C'est plutôt bien d'avoir bu du café. Mais j'aurai un avis probablement contraire quand j'essaierai de dormir tout à l'heure. L'humain augmenté, on ne sait pas où est la limite entre l'augmentation et le soin. En fait, voilà la réalité. On ne le sait pas. Parce que lorsqu'on soigne, on augmente toujours un petit peu. Parce qu'il existe des pans entiers de la médecine qui ne sont pas des pans de médecine de soins. Je pense à la médecine esthétique, la médecine et la chirurgie esthétique. On ne soigne pas, on se contente d'améliorer au regard d'un esthétisme. Mais par définition, dans la médecine réparatrice et esthétique, son terme, c'est le terme entier, réparatrice et esthétique, il n'y a pas de trouble fonctionnel d'un organe. C'est-à-dire que les organes fonctionnent bien. Et donc, puisqu'il n'y a pas de trouble fonctionnel d'un organe, ce qu'on fait, c'est qu'on se contente d'améliorer ce qui se voit de l'extérieur. Il y a également des pans de la médecine physique et réadaptative, par exemple, où là, on soigne et on rend la fonctionnalité ad integrum, c'est-à-dire qu'on rend une fonctionnalité supérieure, parfois supérieure à ce qu'il y avait avant, et puis surtout en utilisant des machines. Médecine physique et réadaptative, c'est des gens qui ont des plateaux techniques, qui amènent les patients sur des plateaux techniques, qui leur font faire du vélo, qui leur font faire du rameur, etc. Là aussi, on peut se demander, est-ce bien, entre guillemets, naturel? La médecine, en fait, tout entière, n'est pas naturelle. Tout entière. Et c'est pour ça que notre phrase absolue dans le serment d'Hippocrate, c'est avant tout ne pas nuire. C'est ça notre phrase ultime du serment d'Hippocrate quand on essaie d'en retenir un bout. Avant tout ne pas nuire. Parce qu'on intervient sur ce que la nature a fait, et la nature, elle a fait intervenir l'accident, la maladie, la lésion. On intervient sur la lésion, mais on ne sera pas naturel. La personne que nous allons rendre à la fin de notre intervention, elle n'aura plus rien à voir avec la personne qu'elle était avant. Et donc, soyons bien clairs, la médecine tout entière, c'est un processus qui est éminemment biotechnologique. Et ce, même si on prend une tisane de grand-mère. L'idéal, il faut tendre vers le réel, mais voir un petit peu quelle marche on a encore à gravir pour arriver à cet idéal. Alors, cet idéal laïque, je pense qu'ici on est tous d'accord pour dire que ça permet cette liberté de conscience et ça permet d'avancer. Comment, au-delà de l'éducation qu'on essaye de faire, on peut s'armer et s'outiller pour avoir un impact réel dans la société à ce niveau-là, pas qu'il soit juste dans la conception et de l'imagination, parce que bien sûr, effectivement, c'est des armes, et on l'a vu tout à l'heure, qui sont intéressantes, mais alors, on parlait de législation, est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi là-dessus, où il faut légiférer pour empêcher, et quelle est la marge de manœuvre finalement de l'humain? On a essayé de voir avec tout à l'heure le parlementarisme, est-ce que c'est possible ou pas de le faire?
On a vu aussi certaines limites avec des groupes de pression qui essayent de l'empêcher ou de le nuire. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup dans la réalité tangible à ce niveau-là? On peut voter. Voilà la réponse à votre question, monsieur. On peut voter. Non, on est. Ça va être un peu mon propos conclusif. La laïcité, elle existe dans un cadre absolument formidable qui est le cadre du contrat social. Nous sommes tous ici des hommes et des femmes libres et des non-genrés libres. Et nous sommes libres dans la mesure de la liberté de l'autre. Mais pas que. Nous sommes aussi libres dans la société à laquelle on a décidé de faire allégeance. Et on fait allégeance. On accepte de respecter les lois. On accepte de payer notre impôt. On accepte de. Mais on le fait en liberté. On le fait en conscience. Et c'est pour ça qu'on est libre. C'est parce qu'on le fait en conscience. Cette société, elle est organisée. Elle est organisée en nations. On a un beau récit national, on a notre histoire, voilà. Elle est également organisée en institutions. Aussi discutables soient-elles, nous en avons. Et ces institutions, elles viennent cadrer l'organisation de notre vie ensemble. Ces institutions, elles se renouvellent périodiquement, et périodiquement, elles nous appellent à les renouveler. Et je pense que tangiblement, dans la réalité réelle, si on pense que la laïcité est une bonne chose, si on pense que la technologie est une bonne chose, mais qu'elle doit avancer avec un appareillage philosophique qui est un appareillage philosophique qui est moral, qui est éthique, alors il faut le savoir, le dire, le propager, s'en inspirer et voter pour. On peut l'applaudir, je pense, parce que là, c'était quelque chose. Merci beaucoup Dija pour son intervention. Merci beaucoup à tout le public qui a pu participer. On se retrouvera bien sûr le mois prochain. Comme d'habitude, nous enregistrons nos émissions tous les premiers jeudis de chaque mois de 17h à 19h. Et la prochaine fois, nous aurons Nadia Gertz qui viendra de Belgique et va nous parler un petit peu de la laïcité en Belgique. À bientôt. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.